Éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 3e, chapitre 4. Peut-on délibérer sur toute chose sans exception? Tout est-il matière à délibération? Ou bien n'y a-t-il pas certaines choses où la délibération n'est pas possible? D'ailleurs, il va sans dire que l'objet de la délibération dont je parle ici n'est pas l'objet sur lequel ne délibère qu'un homme frappé de sottise ou de folie. C'est seulement l'objet sur lequel délibère l'homme qui jouit de toute sa raison. Ainsi, personne ne délibère sur les choses et les vérités éternelles, par exemple sur le monde, ni sur cet axiome que le diamètre et le côté sont incommensurables. On ne peut délibérer davantage sur certaines choses qui sont soumises au mouvement, mais qui s'accomplissent toujours suivant les mêmes lois, soit par une nécessité invincible, soit par leur nature, soit par toute autre cause, comme sont par exemple les mouvements d'équinoxe et de solstice pour le soleil. Il n'est pas possible non plus qu'on délibère sur les choses qui sont tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, les sécheresses et les pluies, ni sur les événements qui dépendent uniquement du hasard, comme la découverte d'un trésor. La délibération ne peut même pas s'appliquer sans exception à toutes les choses purement humaines. Et ainsi, un lacédémonien n'ira pas délibérer sur la meilleure mesure politique qu'est à prendre les Scythes, car rien de tout cela ne peut se produire par notre intervention et ne dépend de nous. Nous ne délibérons que sur les choses qui sont en notre pouvoir, et ces choses-là sont précisément toutes celles dont nous n'avons pas parlé jusqu'ici. Ainsi, la nature, la nécessité, le hasard paraissent être les causes de bien des choses. Mais il faut compter de plus l'intellect et tout ce qui est produit par l'homme. Les hommes délibèrent chacun en ce qui les concerne sur les choses qu'ils se croient en pouvoir de faire. Dans les sciences exactes et indépendantes de tout arbitraire, il n'y a pas lieu de délibérer. Par exemple, dans la grammaire où il n'y a pas d'alternative et d'incertitude possible sur l'orthographe des mots. Mais nous délibérons sur les choses qui dépendent de nous et qui ne sont pas toujours invariablement d'une seule et même façon. Par exemple, on délibère sur les choses de médecine, sur les spéculations de commerce et d'affaires. On délibère sur l'art de la navigation plus que sur l'art de la gymnastique, à proportion même que le premier de ces arts est moins précis que le second. Il en est de même pour tout le reste, et l'on délibère bien plus dans les arts que dans les sciences, parce que les arts offrent bien plus matière à l'incertitude et au dissentiment. La délibération s'applique donc spécialement aux choses qui, tout en étant soumises à des règles ordinaires, sont cependant obscures dans leur issue particulière, et pour lesquelles on ne peut rien préciser à l'avance. Ce sont les choses où, lorsqu'elles sont importantes, nous appelons à notre aide des conseils plus éclairés que les nôtres, parce que nous nous défions de notre seul discernement et de notre insuffisance dans ces cas douteux. Au reste, nous ne délibérons pas en général sur le but que nous nous proposons. C'est plutôt sur les moyens qui doivent nous y conduire. Ainsi, le médecin ne délibère pas pour savoir s'il doit guérir ses malades, ni l'orateur pour savoir s'il doit persuader son auditoire, ni l'homme d'État pour savoir s'il doit faire de bonnes lois. En un mot, dans aucun autre genre, on ne délibère sur la fin spéciale qu'on poursuit. Mais une fois qu'on s'est posé un certain but, on cherche comment et par quels moyens on pourra y parvenir. S'il y a plusieurs moyens de l'atteindre, on recherche avec un redoublement d'attention quel est entre tous le plus facile et le plus accompli. S'il n'y en a qu'un seul, on se demande comment on obtiendra par ce moyen unique la chose qu'on désire. On cherchera même encore pour ce moyen par quelle voie on pourra s'en rendre maître jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la cause première qui se trouve être la dernière qu'on découvre dans cette investigation. De fait, quand on délibère, on semble chercher quelque chose par le procédé qui vient d'être décrit et faire une analyse pareille à celle qu'on applique aux figures de géométrie qu'on veut démontrer.
D'ailleurs, toute recherche, évidemment, n'est pas une délibération. Témoin les recherches mathématiques. Mais toute délibération est une recherche, et le dernier terme qu'on trouve dans l'analyse à laquelle on se livre est le premier qu'on doit employer pour produire la chose qu'on souhaite. Que si l'on arrive à reconnaître qu'elle est impossible, on y renonce. Et par exemple, si, quand on a besoin d'argent, on voit qu'on ne peut pas s'en procurer. Mais si elle paraît possible, alors on s'efforce de la faire, et nous plaçons parmi les choses possibles toutes celles que nous pouvons faire par nous seuls ou par le moyen de nos amis, car ce que nous faisons par eux est bien aussi en quelque sorte fait par nous, puisque c'est en nous que se trouve le principe de leur action. Parfois, ce sont les instruments qu'on cherche en délibérant, d'autres fois c'est l'usage qu'il convient d'en faire. Et de même, dans toutes les occasions, ce qu'on cherche, c'est tantôt le moyen qu'on emploiera, tantôt la manière dont il faudra s'y prendre, et tantôt la personne qu'il faudra faire intervenir. Ainsi donc, c'est toujours l'homme qui, comme on vient de le dire, est le principe même de ses actions. La délibération porte sur les choses qu'il peut faire, et les actions ont toujours pour but d'autres choses qu'elles-mêmes. Par conséquent, ce n'est pas sur la fin même qu'on délibère, mais sur les moyens qui peuvent y mener. On ne délibère pas non plus sur les choses individuelles et particulières. Par exemple, pour savoir si cet objet qu'on a sous les yeux est du pain, ni s'il est bien cuit, ni s'il est fabriqué convenablement, car ce sont là des choses que la sensation suffit à juger. Et si l'on avait à délibérer toujours et de tout, on se perdrait dans l'infini. Mais l'objet de la délibération est le même que celui de la décision réfléchie, à cette seule différence près que l'objet de la décision réfléchie doit être déjà préalablement fixé. L'objet auquel le jugement s'arrête après une délibération est l'objet de la décision réfléchie, puisqu'on cesse de rechercher comment on doit agir du moment qu'on a ramené la cause de l'action à soi-même et qu'on la rapporte à cette faculté qui en nous dirige et gouverne toutes les autres, car c'est elle qui décide de manière réfléchie. Cette distinction se peut voir avec pleine évidence. Même dans les antiques gouvernements dont Homère nous a retracé l'image, on y voit les rois annoncer au peuple des décisions qu'ils ont prises. Ainsi, l'objet de notre décision réfléchie, objet qu'on désire et sur lequel on a délibéré, étant toujours une chose qui dépend de nous, on pourra définir la décision réfléchie, le désir réfléchi et délibéré des choses qui dépendent de nous seuls, car nous jugeons après avoir délibéré, et ensuite nous désirons l'objet d'après notre délibération. Cette simple esquisse que nous venons de tracer de la décision réfléchie suffit pour montrer ce qu'elle est et quelle chose elle concerne, et pour faire voir qu'elle ne s'adresse jamais qu'à la recherche des moyens qui peuvent mener au but qu'on poursuit.